avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-câlin, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde. Donc ça sera les 2 mots seulement que je dirai dans notre langue parce que j'ai des difficultés avec. Donc bienvenue avec Zouk TV avec Ansimène et puis la Sopama. Alors cette semaine, donc ce vendredi 25 juin, l'émission c'est à 17h sur Zouk TV. Et ce mardi, c'est à 9h. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Yasmina Elisabeth, qui est membre de la Sopama. Bonjour Yasmina. Bonjour Paniwa, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler d'eau. D'eau, on va baigner dans les eaux de rivière de toute la Martinique pour que nous puissions voir avec Yasmina le bilan de la qualité de l'eau du robinet pour l'année 2020. Mais nous allons d'abord commencer. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de la Sopamar. La Sopamar s'était rendue à la rivière au captage à DJ. Et s'était rendue aussi au captage à Ajoupa-Bouillon. Et vous avez pu voir quand même qu'à DJ, très très peu d'eau, en fait, en réalité, était versée en aval du captage, où il y avait, mettons, je ne sais pas, même pas un tiers, si ce n'est pas moins de cette quantité d'eau qui restait pour la rivière, pour le débit réservé, le débit d'eau réservé pour la vie aquatique. Donc DJ, c'était vraiment une catastrophe. Donc la Sopamar fait des démarches justement par rapport à cela. Nous avons vu que à Ajoupa-Bouillon, donc comme il n'y avait pas de pompage, donc toutes les images que vous aviez vues la dernière fois, donc toute l'eau qui était captée par les grilles revenait dans la rivière. Donc il n'y avait pas de souci parce qu'il n'y avait pas de pompage d'eau. Mais le problème, c'est que il y a la présence, en fait, on ne sait pas s'il y a la présence de compteurs d'eau. Donc, et ça, c'est un problème. Effectivement, Yasmina, on en parlait pas plus tard que lundi à la Sopamar, que les agriculteurs n'ont pas en fait, il n'y a pas de Parfois, oui, tout à fait, effectivement. De compteur. En fait, parfois, il y a des agriculteurs qui n'ont pas de compteur d'eau ou alors la consommation d'eau est mal évaluée. Donc, effectivement, ce serait quelque chose à prendre en compte, ne serait-ce que par rapport aux sécheresses assez sévères que nous subissons dernièrement à cause du changement climatique. Et puis, il faut dire également que au niveau de l'eau, en fait, il faudrait, même à la fin de l'émission, si on a le temps, parler en fait de comment c'est une ressource vitale à préserver. Et même au niveau de la santé, enfin pour nous, l'eau c'est la vie, comme dit le slogan, voilà. Donc il faudrait qu'on en parle sérieusement. Oui. Mais en fait, donc normalement, il doit y avoir des compteurs, les agriculteurs doivent avoir des compteurs, mais cette eau-là, est-ce qu'ils la payent les agriculteurs? Alors effectivement, normalement il y a une comptabilité qui est tenue par les agriculteurs et par par rapport à la surface agricole. Donc à ma connaissance, je ne sais pas du tout si c'est pris en compte. Par contre, on sait très bien que la consommation d'eau à l'heure actuelle, elle est estimative. Après, on a quand même par rapport au barrage qui permet aux agriculteurs en cas de sécheresse d'avoir de l'eau, mais il faudrait quand même évaluer cela par rapport aussi aux ménages, puisque on sait que l'agriculture c'est le domaine où il y a une grosse consommation d'eau. Donc, il faudrait effectivement évaluer la consommation d'eau des agriculteurs et puis des ménages et puis comparer par rapport à la facture, etc., que malheureusement, on ne va pas pouvoir en parler. Mais voilà, ce serait intéressant avec les organismes publics d'évaluer ceci, oui. Mais une question quand même que je me pose, le fait que mettons, il y a une grosse sécheresse comme en 2020. Et donc, on fait des coupures tournantes pour les administrés. Et si vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, donc il n'y a pas ce débit réservé pour la biodiversité après les captages,
est-ce que les agriculteurs ont le droit ou sont autorisés à quand même capter de l'eau pour arroser les plantations? Alors, à ma connaissance, pour toutes les rivières, en fait, il y a une obligation pour avoir un débit minimal justement pour la biodiversité. Donc, à ce moment-là, les agriculteurs auront plus de difficultés puisqu'ils n'auront pas le droit. Par contre, ce n'est pas... Il faudrait voir, hein, on est dans un pays où parfois on peut être amené à capter un peu d'eau dans les rivières, mais ça, bien sûr, les agriculteurs savent qu'il ne faudrait pas, il faudrait qu'il y ait une installation, etc. Donc, il faudrait réévaluer en fait tout ce qui se passe au niveau de notre pays, quoi. Parce que la consommation d'eau, c'est très vaste parce que outre l'agriculture et les ménages, il faut penser aussi aux industriels. Donc, c'est un sujet qu'il faudrait creuser, qu'il faudrait davantage exploiter, expliciter aussi avec les organismes publics. Oui, il y a les industriels, mais il y a aussi la vie. Tout à fait. Les crabes, les poissons, les écrevisses, tout ça qu'il y a dedans. Donc, il faut pour tout le monde de l'eau. Voilà, voilà, pour tout le monde, il nous faut vraiment beaucoup d'eau. Oui, tout à fait. Donc, et puis, donc, mais il y a quand même quelque chose à dire, c'est que j'ai vu des documents sur les indemnisations quand même des planteurs de canne à sucre, parce que justement en temps de sécheresse. Donc, est-ce que c'est une indemnisation, une subvention qu'on donne parce qu'ils ont perdu de la canne à cause de la sécheresse ou pas? Je ne sais pas. Alors ça, il faudrait demander à quelqu'un d'autre parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste au niveau des indemnisations de l'eau. Au niveau de mon point de vue que je pourrais apporter, il faudrait quand même raisonner en termes d'équitabilité, d'équité. Effectivement, l'agriculture en Martinique, c'est beaucoup la banane, beaucoup la canne. Et on sait les difficultés des agriculteurs, donc l'idée n'est pas non plus de les étouffer davantage en les empêchant effectivement de pouvoir avoir des aides, mais par contre il faudrait penser également aux ménages, il faudrait penser, en fait il faut créer un équilibre entre tout le monde pour que la consommation d'eau devienne un équilibre, mais il faut aussi penser à la biodiversité et à l'environnement qui là est beaucoup plus mon domaine et où là je pourrais beaucoup plus vous parler. Ah oui, parce qu'il faut dire aussi, Yasmina, que en fait... de quel domaine tu t'occupes à la Sopamar? Alors, je suis dans le domaine biodiversité et environnement. Donc, effectivement, je m'intéresse un petit peu à tout. Donc, je suis pluridisciplinaire. Et le volet agricole, ça va beaucoup plus toucher les sols, la qualité des sols. Et puis, au niveau des rivières, la biodiversité des rivières. Donc, le domaine de la biodiversité, c'est un domaine où j'essaye, en tout cas, j'apprends assez seul pour vraiment se réapproprier la protection de notre patrimoine, de notre biodiversité. Et voilà, c'est de ça que je m'occupe à la Sopamar. Alors, pourquoi es-tu venue à la Sopamar? Oui, alors, en fait, je dois vous avouer que j'avais entendu parler de la Sopamar quand j'étais jeune. Et puis, c'était en 2019, donc j'ai entendu parler de la Sopamar par rapport à Albioma. Et effectivement, ça m'avait tilté parce que c'était une usine, en fait, qui me faisait me poser des questions et j'ai voulu en fait rejoindre la Sopamar en premier lieu par rapport à la préservation de l'environnement et de notre biodiversité. Donc, outre des personnes formidables et engagées que j'ai rencontrées, c'est un domaine où c'est une association où on traite vraiment dans le pluridisciplinaire, le juridique, etc. Et j'ai rejoint cette association-là parce que je ressens vraiment une conviction de vouloir protéger l'environnement et tout en y associant aussi l'écologie, parce que l'écologie, c'est outre que le domaine environnemental, c'est vraiment prendre en compte l'homme dans son environnement de façon à ce qu'il y ait préservation de l'environnement, mais qu'il n'y ait pas un empêchement au niveau du développement humain. Donc c'est une thématique qui m'a intéressée et aujourd'hui je suis très heureuse de faire partie de la Sopamar et j'espère leur apporter énormément, autant en tout cas qu'ils m'apportent. Mais si tu nous apportes, parce que justement, on avait fait la journée de l'eau, c'était quelle date? À Cœur-Bouliki, tout à fait, oui, voilà. Tout à fait, oui. Voilà, et bon, c'était une belle journée. Moi, j'y étais pas, mais ce que j'ai vu dans les images sur Facebook, c'était vraiment une belle journée. Effectivement, on avait... Et tout le monde participait, grand comme petit. Oui, tout à fait. Ah oui, on avait sensibilisé pas mal de monde. L'objectif aussi, c'était de pouvoir amener à la connaissance. Donc moi, je suis très portée sur l'éducation et la communication. Parce que dans tous les domaines, en fait, quand on a ce manque-là, c'est très facile pour nous d'extrapoler ou de partir sur des sujets qu'on ne maîtrise pas.
Autant dire je ne sais pas ou je n'ai pas assez de connaissances, mais au niveau de la biodiversité, il y a énormément de méconnaissances et moi, j'ai aussi rejoint la Sopamar pour inciter la population martiniquaise à se réapproprier son patrimoine, sa biodiversité, parce qu'en Martinique, on a une ressource incroyable au niveau des plantes médicinales. Il faut savoir que environ entre 50 et 70% des médicaments qu'on élabore, eh ben, il y a une grande partie de la pharmacopée caraïbéenne. Et nos aïeux, nos grands-parents avaient l'habitude d'utiliser les plantes. Ce sont des habitudes qu'on a perdues. Même, on parle beaucoup d'agroécologie, de respect de l'environnement, mais à l'époque, c'était des choses avant l'industrialisation, en tout cas, qui se faisaient déjà. Donc, on revient aux bonnes pratiques, notamment au niveau du compostage, j'en ai aussi déjà parlé. Et ces pratiques-là, il faudrait les pérenniser, autant pour nous, parce que outre le respect de l'environnement, le fait de respecter l'environnement, c'est aussi se respecter soi, puisque la santé viendra à partir de la santé de la planète et de l'environnement. Donc c'est vraiment, outre la sensibilisation, cette éducation que je souhaite, avec la Sopamar, apporter au peuple martiniquais et qu'ils se rendent compte de l'extrême richesse qu'ils ont, que nous avons, et qu'il faut, outre la préserver, il faut l'étudier, il faut la mettre en valeur, il faut l'exploiter aussi. Alors quand je dis exploiter, ce n'est pas surexploiter, parce qu'il faut vraiment pas qu'on aille dans les summums et qu'on détruit ce qu'on a, mais vraiment revaloriser ce qu'on a. Ne pas coloniser nous-mêmes ce que nous avons. Exactement, ne pas en tout cas répéter les erreurs d'autrui. D'accord. Donc effectivement, on parlait de la journée de l'eau qui avait lieu à Cœur Bouliki. Et là, donc, nous avons une vidéo qui va être diffusée, là, tout de suite, sur justement Cœur Bouliki, parce qu'il y a une exploitation de la rivière qui se fait, forage, captage. Donc, on se revoit juste après la vidéo. Nous sommes sur la zone de captage d'eau de Odyssey, sur la rivière Blanche. Odyssey, accès interdit aux personnes étrangères au service. Les filles de barbelés, baignade interdite. Ah, ça c'est le pont de Saint-Jean. Voilà, tu vois, l'eau entre dans la grille. Voilà, et puis elle est... D'accord. Regarde le poisson. T'as vu les poissons? Il y a plein de poissons là. Donc regarde tout ce qui est capté et regarde ce qui reste pour la rivière. Regarde, t'as vu? Regarde, il y a ça seulement qui reste pour la rivière. Et tout le large là, il est capté. Donc en amont, nous avons la rivière. Regardez la largeur. Voilà, de la rivière. Je vais vous montrer tout à l'heure de l'autre côté. Donc une partie de l'eau, une grande partie de l'eau part dans les grilles. Et le reste alimente la rivière. Et c'est pas un filtre. C'est un truc de vidange. il ne peut y avoir deux personnes en même temps. Ouh, ça glisse, oui.
Donc c'est plus haut, voilà, on voit là au fond le captage. C'est là qu'il y a les grilles de captage. De moteur, que les bonhommes ne voulaient pas investir dans le moteur. Non, t'arrives à voir? Maman, je dois le voir comme ça. Bonjour, nous sommes à Cœur Bouliki, nous sommes le 3 juin 2020. Donc nous sommes montés pour voir l'état de la rivière, mais aussi les captages d'eau et les forages. Après le forage, non. Après qu'ils aient installé, voilà. Donc ça, j'avais jamais vu ça. Donc ici, c'est le groupe électrogène. Il fonctionne au fioul, normalement. Hein? On va leur dire, on va leur dire que normalement, ils auraient dû mettre une cuve en cas de débordement pour que le gazole n'aille pas dans le sol. Ça, c'est du gazole qu'il y a dans ça. C'est du gazole, Ils doivent mettre une cuve. Donc, Un réceptacle. Donc ici, bon, j'ai reculé le son. Donc à droite en métal, c'est Le bac de gazole. le bac de gazoil et le groupe électrogène à grande masse blanche. Donc, nous avons le tuyau là. Il y a un câble là. Hein. Ouais. C'est la pompe, c'est pas de le courant qui arrive dessus. Oui. C'est une pompe qui est à la verticale. Et donc c'est là que ça pompe là. Et du coup, Là, regarde. T'as vu les anciens tuyaux? Il y a des anciens tuyaux. Là. Petite mais de grandes idées. Donc il y a un compteur d'eau. Il tourne. Donc c'est l'eau qui est récupérée dans le forage et qui monte dans le centre de captage. Nous sommes à la rivière à Cœur Bouliki. J'ai récupéré de l'eau de source. La sécheresse, on voit comment c'est chaud là sur nous là. Voilà, non, là on est dans le lit de la rivière en fait. La rivière passe là, normalement. Nous sommes à Cœur Bouliki. Regardez le lit de la rivière. Voilà. Nous sommes le 15 avril 2020, dans l'après-midi. Yasmina, j'ai vu quand même ta réaction par rapport, tu me disais justement lorsque tu voyais des images, qu'en mars 2021, lorsque on a fait la journée de l'eau, c'était pas comme ça. C'était pas du tout pareil, effectivement. Alors Cœur Bouliki, j'avais découvert quand j'étais petite, quand je suis revenue, ça m'a fait plaisir de revoir ce site. Et là, il y a une grosse différence entre mars dernier et puis la sécheresse qu'on a vue. Mais effectivement, c'est un bon moyen pour montrer à la population que les sécheresses sont de plus en plus difficiles et rudes. Donc il faudrait même se demander si au niveau du captage,
qu'il faudrait pas revoir la quantité d'eau captée par rapport à la quantité d'eau qui reste à chaque fois, au moins calculer une moyenne de quantité d'eau qui reste à chaque fois sur 5 années par rapport à la sécheresse et puis évaluer la quantité de captage à faire, puisque là, si on capte beaucoup trop, il restera plus pour la vie, pour la biodiversité. Et puis, il faut aussi parler du suivi. Est-ce qu'il y a un suivi de fait de ces réseaux-là, de ce captage, et puis même des milieux aquatiques? Alors, on sait que la Sopamar fait énormément pour la population par rapport au travail de veilleurs écologiques, mais un travail qui devrait être fait par la DEAL. Donc, au niveau des captages, il faudrait qu'on garde tout ça à l'œil également. Mais je rappelle quand même que nous, les membres de la Sopamar, nous sommes des bénévoles. Bénévoles, tout à fait, exactement. Donc, on n'est pas payé par qui que ce soit pour faire la veille écologique. Et c'est pour ça, en fait, c'est important, par rapport à ce que je dis, c'est important de rappeler aussi ce que tu dis, que la Sopamar, c'est des bénévoles qui font ce travail pour la population et pour la Martinique. Et c'est pour ça aussi, on est parfois sur le terrain autour de 5 à 10 personnes, mais c'est 5 à 10 personnes qui portent à chaque fois les personnes pour les aider, pour voir quelle dégradation de l'environnement qui a été faite. Donc, on se demande en fait, est-ce que les gens se rendent compte à quel point c'est un travail extraordinaire? C'est pour ça que j'admire la Sopamar et que je les ai rejoints, parce que outre qu'apprendre, c'est aussi être acteur de la préservation de l'environnement. Donc oui, au niveau des captages, moi ça m'inquiète, en tout cas en tant que citoyenne, ça m'inquiète, puisque la problématique de l'eau est beaucoup trop importante pour qu'on passe à côté de ce sujet-là. Donc effectivement, dans la rivière à Cœur-Bouliqui, nous voyons sur les images que 2 tiers de l'eau est captée par les grilles pour aller dans la partie pour désensabler. Donc 2 tiers, c'est énorme, mais vraiment énorme, et qui reste très peu en aval pour la vie. Et donc, on avait vu le même phénomène à DJ, je crois que c'est au mois de mars ou février 2021, nous avons vu le même phénomène. Donc, il y a quand même une alerte à se faire. Donc, il faut savoir que les forages que nous voyons, qui ont fonctionné en juin 2020 à Cœur-Bouliqui, ces forages-là ne sont... En fait, je suis allée la semaine dernière pour voir s'ils fonctionnaient toujours. Donc, ces forages-là ne fonctionnent pas pour le moment. Mais toutes les installations sont là, c'est-à-dire que le groupe électrogène est là, le réservoir de gazole, il est là, mais tout est là. Je pense que c'est pas je pense. Donc, il y a eu un avis au cas par cas qui, justement, sollicite à créer un câblage électrique pour pérenniser le forage à Cœur-Bouliqui. Donc, normalement, le forage à Cœur-Bouliqui, c'était exceptionnel, c'était pour la sécheresse. Normalement, c'était pour la sécheresse de 2019. Donc, il y a eu une demande de forage exceptionnel pour la sécheresse de 2019. Mais en réalité, nous voyons là, nous sommes en juin 2020, lorsqu'il y a ce forage-là. Donc, et ils cherchent maintenant à pérenniser ces forages-là. Et normalement, c'est inquiétant parce que forage plus captage dans la même rivière, ça fragilise vraiment l'écosystème. Voilà. Alors, et une solution, on va le dire, une solution, il faut savoir, on avait vu avec Marie-Jeanne Toulon, qui s'occupe de toutes les questions d'eau pour la Sopamar. Nous avions vu lors d'une émission que, en fait, le gros problème de l'eau, ce n'est pas la production en eau, mais le gros problème en eau, c'est la distribution. Parce que des 100% d'eau que l'administré paie, il n'y a que 50% d'eau qui arrive dans les robinets. Oui. Donc le gros problème en réalité, c'est la distribution. Tout à fait, oui. Oui, effectivement. J'ai été mise... j'ai su ça il y a très tôt, il n'y a pas longtemps. Et ça m'a interpellée effectivement parce qu'il y a cette notion d'injustice. Donc pourquoi payer pour une eau qu'on ne consomme pas d'une part, et d'autre part, autant mon esprit citoyenne que mon esprit scientifique sont interpellés. Pourquoi je dis ça? Parce que si effectivement on perd de l'eau dans les réseaux de canalisation, ça décrit
très bien que le réseau d'eau est à refaire, qu'on a un réseau beaucoup trop vieillissant. Donc, si le réseau est à refaire et qu'on a un réseau d'eau beaucoup trop vieillissant, il faudrait s'attendre à retrouver probablement quelques impuretés dans l'eau du robinet. En tout cas, moi, c'est ce que je me poserais comme question. Donc, c'est pour ça que lorsque l'on a reçu le rapport de l'ARS à la Sopamar, ça m'a permis effectivement de me pencher sur l'analyse qu'ils ont faite de l'eau du robinet. Donc, ils ont décrit l'eau du robinet comme étant de bonne qualité. Mais moi, en tant que citoyenne, j'aurais aimé qu'il y ait en fait une analyse de l'eau du robinet chez tous les citoyens, tous les habitants de la Martinique. Donc, effectivement, on parle quand même de plus de 350 000 personnes. C'est énormément, c'est beaucoup de budget alloué puisque effectivement, il y a 3 laboratoires qui vont analyser, donc ça fait énormément d'analyses à faire. Mais j'insiste parce qu'on est dans outre que même si l'île est une île volcanique, on a quand même des différences au niveau de la pédologie, au niveau de la nature du sol et des roches. La pédologie, c'est quoi? Alors, la pédologie, en fait, c'est la nature du sol, tout simplement. Donc, c'est toute la science qui va étudier la nature du sol et les propriétés physico-chimiques du sol. Donc, on a des propriétés physico-chimiques du sol qui vont changer d'une commune à une autre. Et même par rapport à l'étude de l'ARS, nous verrons bientôt, mais je souhaiterais en fait qu'on évalue justement la qualité de l'eau par rapport à la distance entre le captage et ou la zone de traitement et la zone d'analyse pour l'eau du robinet. Parce qu'effectivement, une personne qui sera proche de la zone de captage, surtout si l'eau a été traitée au chlore, elle aura beaucoup plus de concentration en chlore qu'une personne qui sera beaucoup plus éloignée du réseau. Mais par contre, la personne qui sera plus éloignée du réseau pourra avoir une autre incidence si effectivement, entre les distances, on a une canalisation qui est défaillante, il peut y avoir autre chose de découvert. Donc, c'est ce que je déplore dans ce rapport-là. On a parlé d'échantillonnage. Mais on n'a pas indiqué en fait où l'échantillonnage, enfin concrètement, en tout cas pour les robinets, où les échantillonnages ont été réalisés. Donc c'est très bien qu'ils disent bonne qualité de l'eau, mais moi en tout cas je ne suis pas convaincue. Alors on parle, donc oui. Il s'agit de ce document-là, la qualité de l'eau du robinet. Voilà. Donc voilà, merci, super. Donc on va parler aujourd'hui justement de la qualité de l'eau du robinet. Donc tu nous as fait le rapport pas plus tard que lundi dernier à la Sopamar. Donc ici, nous avons l'exemple de Trinité qui se trouve à Pointe-Savane. Donc voici comment se présente. Donc tu as étudié le dossier, donc tu peux expliquer comment tu as. Oui. Alors effectivement, donc l'ARS a envoyé un rapport de la qualité de l'eau du robinet. Donc chaque page correspond à environ une commune ou en tout cas une zone d'échantillonnage qui varie entre 9 échantillons et environ 150 échantillons. Donc déjà au niveau de l'échantillonnage, on a des différences. Donc ici, pour Trinité, voilà, donc les échantillonnages ont été réalisés en différents endroits. Donc on a 17 au niveau du captage, 38 au niveau des installations de traitement et 27 directement au robinet. Donc ça c'est pour Trinité Pointe-Savane. Voilà, et ça va différer en tout cas la quantité au niveau du captage, de l'installation de traitement et de l'eau du robinet, ça va différer en fonction de la zone ou du groupement de zones où les analyses ont été faites. Donc sur le document après, donc on voit sur le document qu'on nous met aussi la qualité de l'eau. En fait, on nous fait un résumé de la qualité de l'eau. Tout à fait. Voilà, donc, effectivement, pour chaque laboratoire, donc on a eu 3 laboratoires que je vais quand même citer pour que la population soit au courant. Donc, l'échantillonnage a été fait les échantillons ont été analysés au laboratoire territorial d'analyse de Martinique, le laboratoire départemental d'analyse de la Drôme et le laboratoire EICROM à Bruges. Donc effectivement, on a différentes analyses. Donc il y a l'analyse des nitrates, l'analyse du chlore, l'analyse des produits phytosanitaires, de l'aluminium et puis l'analyse des matières organiques aussi qui peuvent être présentes dans l'eau. Alors ici, sur la page que nous avons à l'écran, est-ce que tu peux remettre la page, s'il te plaît, la première page? Voilà. Donc ici, nous voyons effectivement qu'il y a l'analyse de la qualité bactériologique. Également, oui, voilà. Tout à fait. Donc on dit à chaque fois, c'est les matières fécales et tout, etc. On donne le résultat qu'on a eu pour les échantillons qui ont été prélevés sur la zone géographique.
la teneur en chlore qui ne doit pas dépasser 0,6 mg par litre. Donc ici, nous avons 0,55 mg, donc ce n'est pas beaucoup du tout. Et puis ici, là, c'est les nitrates. Donc les nitrates, c'est quoi? Alors les nitrates... Où est-ce qu'on les trouve? Pourquoi on les trouve? Donc les nitrates, on peut les trouver, c'est ce qu'on va trouver lorsque, par exemple, on a des engrais qui vont se décomposer. Donc les nitrates, c'est en lien avec l'azote, donc ce sont des produits azotés, donc NO3, des ions. Et les nitrates peuvent être responsables de ce qu'on appelle un phénomène d'eutrophisation, donc développement d'algues, parce que les algues vont se nourrir essentiellement de nitrates et de phosphore. C'est les petites algues vertes qu'on retrouve parfois dans les rivières. Oui, voilà, tout à fait. À la sortie des égouts, en fait. Oui, voilà, tout à fait. Et même, dans l'océan, on en a quelque peu. Et effectivement, ça peut se jouer outre que la pollution, puisqu'effectivement, la pollution aussi amène des nitrates aériens. Et cela, en fait, peut aussi jouer par rapport au développement algal au niveau des sargasses en mer aussi. Donc la pollution de l'air peut donner la présence de ces algues-là. Oui, tout à fait. Au niveau en tout cas, de quoi s'alimentent les algues. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Sachant que les algues aussi, sargasses, on sait par rapport à la problématique, il y a quand même un lien entre les engrais qui sont fortement utilisés au niveau du Brésil et qui se déversent dans le milieu marin, et du coup que la concentration algale se concentre au niveau de l'Amérique du Sud, près de la Guyane, et puis se circule vers les Antilles. Donc en fait, c'est pour ça que de plus en plus on retrouve des sargasses, puisqu'elles se développent mieux par rapport à ces produits-là. Aussi, avec le changement climatique, il y a probablement une incidence. Et puis, on retrouve les sargasses aussi naturellement par rapport à la mer des Caraïbes, donc la mer des sargasses. La mer des sargasses. Voilà, exactement. Donc, les sargasses, c'est quand même un milieu naturel pour certaines espèces. On n'oublie pas de le dire, puisqu'effectivement, en mer, elles vont servir de zone de nurserie. Mais avec, effectivement, les courants marins, elles vont venir sur nos côtes. Sauf qu'aujourd'hui, on en a beaucoup plus et qu'elles ont beaucoup plus d'incidence par rapport au soufre qu'elles vont dégager. Ok. Ouais. Et donc, on va regarder sur la deuxième page de la qualité de l'eau du robinet pour Trinité. Sur l'écran, il y a aussi le trihallométhane, THM. Donc, voilà, le trihallométhane, THM, c'est quoi? Alors, comme l'ARS le dit, donc c'est une réaction ici entre le chlore et la matière organique. Donc, de ce que j'avais lu par rapport à un rapport de l'OMS, donc j'ai oublié ce que ça veut dire, mais c'est l'Organisation mondiale de la santé, voilà. Il y a en fait, le chlore va interagir avec les matières organiques et ça va donner des sous-composés, dont ce sous-composé-là. Donc, effectivement. Qui est nocif. Alors, ce composé-là est nocif en grande quantité. Mais pour de l'ARS, ils n'ont pas retrouvé ce composé en grande quantité. Par contre, la problématique du chlore qu'on n'a peut-être pas eu le temps de soulever, c'est qu'effectivement, tu as dit que pour Trinité, la concentration, en tout cas les normes, ne devaient pas dépasser 0,6 voilà. Donc là, on était à 0,55 et il ne faut pas oublier que l'ARS a spécifié en moyenne et ce n'est pas la réalité d'une concentration réelle X. C'est-à-dire que la moyenne, elle peut très bien être faite avec plusieurs échantillons à 0,55 ou avec un échantillon qui était à 0,1 et puis qui a eu un pic à 0,9 par exemple. Okay. Donc ça aussi, par rapport à mon analyse, je pense que c'est assez trompeur. Pour les consommateurs, puisque effectivement, lorsqu'on ne s'intéresse pas à cette problématique-là, on se dit ouf, c'est en dessous de la norme. Sauf que en moyenne, c'est trompeur, puisque on ne sait pas si l'échantillonnage a décrit une moyenne d'échantillons en dessous ou égale à 0,55 ou une moyenne d'échantillons en dessous est supérieure à 0,6. Donc, lorsqu'on dit que, mettons, on a pris 24 échantillons et qu'on a fait la moyenne et que ça donne 0,6, ça veut en fait 0,55, mais il y en a qui ont certainement atteint. Voilà, c'est ça. Qui sont allés au-delà. Voilà. Et ça veut dire que les consommateurs ont bu de l'eau qui peuvent être hyper chlorées, tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça, en fait, l'ARS, en tout cas, j'appellerais l'ARS à spécifier, à être beaucoup plus explicite au niveau de son échantillonnage du chlore. Donc, c'est vrai que ça fait un rapport assez conséquent pour décrire chaque échantillon, donc j'en ai conscience, mais autant être beaucoup plus explicite, en tout cas au niveau de la tournure de phrase, de dire qu'au niveau de
tous les échantillons, on a observé une concentration autour de temps à temps, au moins avoir une échelle de temps à telle concentration. Mais là, le fait qu'on dise en moyenne temps, ça laisse supposer, voilà, exactement. Et donc, on pense que lorsqu'on voit le bilan qui est écrit en vert, donc le bilan, c'est quoi? C'est qu'on a une bonne qualité de l'eau. C'est ça, exactement. Mais ce n'est pas le cas puisque ça peut ne pas être le cas, on peut avoir une eau trop chlorée. Exactement. Et je dis que trop chlorée, mais ça peut être avec de l'aluminium. Donc, on regarde sur la page, la 10e page, voilà. Alors, on a les bromates. Donc, on avait des présences de bromates au Marigot, il me semble, l'année dernière. Donc, on disait aux gens de ne pas consommer l'eau. Mais nous avons aussi l'aluminium. Donc, en fait, je te laisse t'exprimer parce que tu as beaucoup de choses à dire par rapport à ces composants. Donc, je te laisse t'exprimer. D'accord. Alors, effectivement, donc l'aluminium, tel que le décrit l'ARS, est utilisé par rapport à la turbidité de l'eau. Donc, la turbidité de l'eau, c'est le fait que l'eau soit riche en matière organique en suspension. Et que l'aluminium, en fait, le fait d'utiliser ces sels d'aluminium va permettre de piéger ces matières organiques de façon à ce qu'elles n'arrivent pas, en tout cas, à l'eau du robinet. Sauf que pour certaines zones d'échantillonnage, on a remarqué qu'il y avait des pics de concentration d'aluminium supérieurs à la norme. Donc, ça variait parfois entre 3 et 5 pics, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est problématique puisqu'il ne faudrait pas oublier que l'aluminium, même s'il y a encore des études qui sont faites par rapport à ça, que l'aluminium peut causer des déficiences du cerveau par rapport au fait que c'est un métallo qui va rester coincé dans les tissus du cerveau et qui peut avoir une incidence sur la maladie d'Alzheimer notamment. Les maladies neurodégénératives, oui, voilà. Donc, effectivement, par rapport à cela, l'ARS a décrit qu'ils vont mettre en place des mesures justement pour corriger ce défaut, puisque effectivement ce défaut a été observé après traitement, et ce serait intéressant en tout cas et pour la SOPAMA et pour la population que l'ARS communique quelles sont les mesures qui seront mises en place pour que ce taux d'aluminium là, en tout cas ces pics, ne soient plus détectés lors des analyses. Oui, puisque en fait c'est après, donc c'est une fois que l'eau a été traitée, qu'ils s'aperçoivent que quand même ces eaux-là contiennent encore plus d'aluminium. Donc c'est-à-dire que, et il faut dire aussi que nos terres, la composante de nos roches contiennent naturellement de l'aluminium. Tout à fait. Donc, elles contiennent naturellement de l'aluminium, puis on en rajoute, en fait, pas l'ARS, en fait, ceux qui font le traitement de l'eau, on rajoute pour récupérer le nitrate. Alors, pour éviter les matières organiques. Les matières organiques. Dans l'eau, voilà, en suspension dans l'eau. Donc, effectivement, le sol, en fait, est naturellement composé d'aluminium puisqu'on a des roches volcaniques qui sont riches en aluminosilicates. Donc les aluminosilicates, ce sont des argiles. Et en Martinique, on a souvent ce qu'on appelle la kaolinite. Donc la kaolinite avec le potassium et des argiles. Donc c'est souvent ce qu'on rencontre lorsque vous voyez un sol assez rouge aussi. C'est outre le fer et les oxydes de fer, c'est aussi de la kaolinite. Donc dans les argiles, on a de l'aluminium et l'aluminium est retrouvé naturellement. Donc c'est le cas qui a été reporté par l'ARS pour Grand-Rivière, où effectivement il y a de forts taux d'aluminium, mais qui est naturellement présent dans l'eau. Et bon, Grand-Rivière, j'ai vu qu'il y avait un forage. Donc peut-être qu'aussi, je ne sais pas, moi je ne suis pas scientifique, je ne connais rien, mais je pose quand même des questions. Donc est-ce que la présence d'aluminium, est-ce elle est présente avant ou après ou pendant le forage? Voilà, c'est ce qu'il faudrait. Est-ce que c'est pas les roches d'en bas qui apportent encore plus d'aluminium? C'est ce qu'il faudrait expliquer, puisqu'effectivement, ce que j'avais préconisé par rapport à l'analyse du rapport, c'est qu'on ait en corrélation les études pédologiques
de la Martinique. C'est-à-dire que oui, le Grand Rivière a une concentration d'aluminium élevée naturellement, mais qu'on puisse avoir à côté une carte pédologique de la commune qui atteste que oui, on a tel ou tel type de roche qui est tel ou tellement riche en aluminium, en potassium, etc. Donc, sachant que le BRGM a souvent... le BRGM, le bureau de géologie minière, qui fait beaucoup de rapports avec ces analyses-là. Donc, effectivement, ce serait bien de pouvoir avoir une cartographie de la Martinique. Donc, je sais qu'elle existe, cette cartographie des sols, bien qu'il faudrait éventuellement la mettre à jour, mais qu'il y ait cette corrélation entre ce qui a été fait comme analyse et la pédologie. Ok, tout à fait. C'est logique. En fait. Exactement. Et ainsi, si la pédologie de la commune, ou en tout cas où se situe le captage, parce que la pédologie peut varier de quelques mètres à d'autres. Donc, au niveau du captage, ça pourrait effectivement décrire vérifier la présence d'aluminium si les roches effectivement sont riches en aluminium, mais si c'est après, par contre, il faudrait mieux cerner en fait au niveau du traitement qu'est-ce qui a pu causer cet enrichissement, et au niveau aussi du transport de l'eau vers les ménages. Effectivement, lorsqu'on voit le forage de Cœur Bouliki, nous pouvons voir quand même la force de l'eau qui remonte du forage. Donc, elle peut drainer beaucoup de substances et d'éléments matière en avec suspension. Voilà, c'est ça exactement. Parce que n'oublions pas aussi que les captages, c'est avant tout pomper l'eau dans des poches, en fait, dans des poches de roches. Donc, souvent, je sais qu'il me semble que c'est au Vauclin où on a quand même une partie calcaire, où les roches sont beaucoup plus poreuses, mais en Martinique, on a des roches volcaniques où ce sera beaucoup plus des fissures. Donc, ça reste des roches qui peuvent très bien être fissurées et un petit peu lessivées par l'eau. Et forcément, on va retrouver des ions et un peu de matière organique, de matière en suspension. Donc, à ce moment-là, le traitement, en tout cas, au niveau de l'eau du robinet, le rapport de l'ARS pour tous les échantillonnages dit qu'il n'y a pas eu d'incidence quelconque de produits phytosanitaires en tout cas, et donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on évalue la qualité de l'eau pour chaque ménage par rapport au captage, au traitement, à la distanciation, pour effectivement mieux évaluer, en tout cas si l'eau du robinet n'est pas bonne, qu'est-ce qui cause cela, sachant que dans le rapport, on a une évidence qui rappelle celle de la facture de l'eau, c'est-à-dire que le réseau de canalisation d'eau, tout le réseau est à refaire. Donc malheureusement, soyons réalistes, ça demanderait une quantité d'argent énorme, qui, à mon sens, dépasserait même la quantité d'argent que la CTM utilise par an. Donc, à ce moment-là, c'est mettre en place une organisation de façon à ce que le réseau d'eau soit refait petit à petit par commune, etc., ou qu'une commune par an puisse bénéficier de nouvelles canalisations. Donc, n'oublions pas aussi la problématique de Séguineau, etc. Donc, voilà, il faudrait voir, c'est important. Et comme ce sont d'anciennes canalisations, elles-mêmes, elles ont des résidus, elles sont dégradées, et exactement. Tout ça rentre dans l'eau du robinet. Donc, on voit effectivement que les échantillons se font au captage, se font à l'installation de traitement et se font au robinet. Oui. Donc, est-ce que tu as, par rapport à ça, je sais que tu as... Oui, alors moi, j'avais quand même fait des analyses par rapport au chlore, par rapport à l'aluminium et par rapport aux pesticides. Donc, il faudrait quand même qu'on en parle par rapport aux pesticides. Mais par rapport à l'eau du robinet, l'ARS n'a découvert aucun produit phytosanitaire. Donc, ça pourrait nous soulager, ne pas nous inquiéter. Mais là encore, ce sont des échantillonnages faits dans quelques robinets. Donc, si on sait très bien qu'on a une pollution au chlordécone, par exemple, qui est très centralisée au niveau du centre de la Martinique, un petit peu au nord et au sud, faudrait voir, en fait, l'échantillonnage, en fait, il faudrait voir où est-ce que ça a été réalisé, et puis comparer par rapport à la pollution et comparer, comme j'ai dit, par rapport à la distance, etc. Donc nous voyons sur l'écran les pesticides. Donc c'était effectivement le dernier composant chimique que nous pouvons voir. Donc les pesticides dans l'eau proviennent d'une mauvaise maîtrise des traitements agricoles. Ça veut dire
Alors, en fait, quand j'ai lu ce rapport, j'ai remarqué que l'ARS avait spécifié qu'on retrouve du chlordécone au captage et ils ont retrouvé également du glyphosate. Donc le glyphosate est arrivé très récemment en Martinique. Donc que l'on retrouve déjà du glyphosate au captage, ça doit déjà nous alarmer parce qu'il ne faudrait pas non plus que le glyphosate devienne un épisode chlordécone 2, d'une part. Et d'autre part, en fait, le fait qu'on retrouve le chlordécone au captage, ça décrit à quel point la molécule est très peu dégradable. Et le fait que la molécule circule, que ce soit au niveau des sols et après lessivage des sols, au niveau des rivières, au niveau des nappes phréatiques, etc., en fait, ça ne garantit pas qu'on puisse vraiment tendre vers des terres saines parce que, effectivement, si notre eau, même si elle est traitée et qu'il n'y a pas de chlordécone, mais si on est sur un terrain pollué et qu'il y a des grosses pluies, lessivage, etc., donc c'est une remobilisation constante de la chlordécone. Et puis, il y a aussi le CIRAD qui a fait une étude où ils ont réalisé que le glyphosate, donc c'est quand même un herbicide, donc cet herbicide-là va permettre, comme son nom l'indique, de désherber, mais le problème, lorsqu'on désherbe, il n'y a plus les racines qui vont retenir la terre, et quand il y a des périodes de fortes pluies, la terre va s'en aller. Donc on parle de lessivage des sols, et d'érosion et de lessivage, et le lessivage des sols va aussi lessiver les ions, que ce soit le calcium, les ions naturellement présents, les azotes, etc., qui vont permettre un enrichissement du sol en matière organique. Et aussi, n'oublions pas qu'il y a une faune du sol qui existe et qui vit également de ça. Et au fur et à mesure qu'on a de plus en plus de lessivage, il y a moins de matière organique et les sols vont devenir de plus en plus pauvres. Donc ça peut poser une grosse problématique vis-à-vis de ça. Donc c'est pour ça qu'on avait aussi lancé un appel aux agriculteurs par rapport à la quantité de produits phytosanitaires qu'ils utilisent, parce que le glyphosate, c'est quelque chose à surveiller par rapport aux incidences sur la santé. Donc le chlordécone, on sait déjà quelles ont été les conséquences. Donc, outre que les terres agricoles polluées, on a les rivières polluées. C'est interdit par arrêté préfectoral de consommer les poissons et les écrevisses de nos rivières, puisque plus de 90% sont contaminés à la chlordécone. Et on a toute notre zone littorale où les marins pêcheurs ne peuvent pas pêcher à cause de la pollution au chlordécone. Donc, en plus de la consommation, puisque effectivement, en fonction de la production, donc si on a des fruits qui poussent directement sur une terre chlordéconée, en contact avec le sol, le fruit lui-même, le légume lui-même aura de la chlordécone. Donc, c'est une chlordécone qui revient en plus dans notre organisme, et d'autant plus que de mes anciennes recherches, c'est une molécule qui reste stockée dans les graisses. Donc, en plus de ça, c'est une incidence considérable, autant pour la santé que pour l'économie et pour l'environnement, puisque pour l'environnement également, la chlordécone a quand même été ravagée au niveau de la biodiversité. C'était à l'époque où Monsieur Malsa disait que la molécule de chlordécone, il observait que ça détruisait la biodiversité, et bien d'autres le disaient. Donc, on connaît l'incidence de la chlordécone sur tout notre environnement. Donc, le glyphosate, il ne faudrait pas que ça devienne un chapitre 2. C'est ça. Donc en fait, on a déjà la leçon de la chlordécone. Oui. Depuis les États-Unis. Nous avons nous en connaissons les conséquences sur Tout à fait. Et ils ont été la indemnisés. biodiversité. Tout à fait. Nous-mêmes. Oui, et aux États-Unis, alors oui, ça a été produit, alors c'était le Curlone, etc. aux États-Unis. Donc même ceux qui ont travaillé de près à fabriquer ce pesticide ont eux-mêmes été dédommagés, alors qu'en Martinique encore, on rame pour dédommager. Or, c'est inadmissible, puisque même dans la réglementation française, lorsqu'on pollue, lorsqu'on dégrade un environnement, on est tenu de faire une remise en état. Et donc, c'est quand même incroyable qu'aux États-Unis, on a quand même les personnes ont été indemnisées, et qu'en Martinique, les personnes ne le sont toujours pas, d'autant plus que c'est des personnes qui souvent ont développé des cancers. Il y en a probablement qui en sont décédés, qui n'ont pas pu
pu prendre connaissance que c'était le chlordécone qui leur avait fait ça. Et il y a aussi des femmes, des hommes qui souffrent de cancer. Donc, c'est toute une population qu'il faut indemniser aujourd'hui. Et ça revient de la responsabilité de l'État de prendre en compte ces recommandations-là de la population pour indemniser et pouvoir accompagner les populations par rapport aux tests. Donc, ça a déjà quand même évolué, mais il y a des choses quand même à continuer, à réclamer et à exiger, je dirais, pour réparation. Et on le rappelle quand même, hein, c'est 0 chlordécone, ce n'est pas 0,1 microgramme voilà, par litre. Exactement, c'est tout à fait. Effectivement. Chlordécone. Oui, tu fais bien de rappeler parce que nous ne pouvons pas tolérer de consommer même si c'est microgrammes, nous ne pouvons pas tolérer de consommer 0,1 microgramme de chlordécone. Aujourd'hui, il y a quand même des dispositifs qui ont été mis en place par rapport au traitement, notamment au charbon de l'eau du robinet. Mais aujourd'hui, je ne parle pas par rapport au contexte des élections, je parle surtout par rapport en tant que citoyenne, membre de la SOPAMAR et ingénieur en environnement. Aujourd'hui, il y a des possibilités qui est offert aux agriculteurs pour pouvoir tendre vers un autre mode de production. Donc, je conçois aussi que les agriculteurs ont des difficultés, que ce soit au niveau financier, au niveau du foncier agricole. Donc, aujourd'hui, en plus, je reviens d'une réunion où ça a été abordé. Et effectivement, il faudrait que les agriculteurs, la population, les industriels se rendent compte qu'on a besoin d'une Martinique qui produit autrement. Outre que le développement de l'agriculture nourricière, on a besoin d'une Martinique plus propre, qui prend en compte la santé de sa population. On a déjà une population vieillissante, on ne sait pas le pourcentage de personnes atteintes de cancer, on ne sait pas non plus qui demain peut développer un cancer, puisque dans notre consommation, on a encore des personnes qui ne savent probablement pas que leur terrain est chlordéconé, qui cultivent dessus. Donc vraiment, c'est quelque chose à revoir. Donc il faut tendre vers l'agroécologie, vers le respect de l'environnement. Le respect du vivant. Voilà, exactement. Ça, exactement. de tous les vivants. Tout à fait. Avec un 0 chlordécone et un 0 pesticide. Alors, donc il nous reste très peu de minutes. Oui. Donc est-ce que tu penses que tu as tout dit? Effectivement. Quel élément que tu aurais souhaité rajouter sur Voilà, donc j'ai tout dit. Alors l'élément que j'aimerais rajouter, c'est que l'ARS n'a pas fait d'analyse sur toutes les communes. Donc on avait déploré quand même une absence par rapport à Saint-Joseph. Donc, il y avait quand même aussi par rapport au fait qu'ils disent le sud Atlantique, le sud Caraïbes. Donc, même si on a une petite idée lorsqu'on connaît la carte de la Martinique, ce serait mieux qu'ils précisent les communes. Comme ça, ce sera un peu moins trompeur. Je trouve que ce rapport manque d'explicité par rapport à nous qui lisons le rapport et par rapport aux échantillonnages également. Donc, il y a quand même quelques communes qui manquent. Il faudrait beaucoup plus d'échantillonnage par rapport au robinet. Et puis, il faudrait aussi évaluer. Donc, il y a des particuliers qui ont installé des systèmes de robinetterie où ce système va capter toutes les impuretés de l'eau. J'amène à l'ARS à consulter ces particuliers et à analyser ce qu'il en ressort de ce dispositif de pureté du robinet pour être sûr qu'on a une qualité du robinet qui soit très bonne, comme l'atteste le rapport. Ok, donc on peut voir ce rapport-là sur Non, pas le rapport. Le rapport, est-ce que tu pourrais le mettre sur pour que les... Oui, alors je pourrais faire une communication, voilà, tout à fait. Sur Facebook, autrement revenir ici pour voir qu'on puisse avoir une idée globale, voilà, de ce rapport-là. Et sinon, pour avoir les résultats de l'ARS, vous allez sur www.oeaupotable.santé.gouv.fr. Donc, je tiens quand même à préciser qu'effectivement, que le problème d'analyse sur la moyenne n'est pas quelque chose de précis, voilà, tout à fait. Qui nous permet réellement de voir la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. Tout à fait. Et puis, j'aimerais aussi, par rapport à l'écho de collègues et d'autres personnes, qu'il y ait une analyse de l'eau de rivière qui soit faite à côté du galion de Albioma. C'est ça aussi. Voilà. Et j'ai vu aussi dans la liste des substances chimiques indésirables
nitrate fluor, mais on dit que le fluor quand même, le Oui. fluor, on a besoin pour les dents. Oui, tout Moi, à j'utilise fait. pas de fluor. hein. Moi non plus. Mais effectivement, il fait partie Oui. des substances chimiques indésirables. Oui. Donc, Alors, que- le fluor, bien qu'il n'ait pas été détecté, à mon sens, dans les échantillonnages, ça peut être un élément qu'on rencontre dans le milieu naturel. Et par contre, sa concentration à forte dose, c'est tout comme l'aluminium, elle est nocive. Donc, à ce moment-là, on peut développer certaines pathologies qui sont assez nocives pour le corps humain. Donc à ce moment-là, en tout cas, on préconise d'éviter d'utiliser par exemple des dentifrices ou des produits comme ça à base de fluor. On vaudrait mieux vraiment passer à Au des choses charbon, beaucoup, au argile. charbon, à des choses beaucoup plus naturelles et respectueuses du corps. c'est comme pour les déodorants aussi. Tout à fait. Donc, Il y a éviter les sels l'aluminium d'aluminium. aussi, c'est Voilà. ça, exactement. Voilà. Donc justement, si on évite des sels aluminium et qu'on le dit pour les déodorants, donc pour l'eau, ça doit être pareil. Donc effectivement, il faudrait tenir une attention particulière là-dessus. Ok, ben Yasmina, on te remercie grandement. Merci à toi. Oui. C'était vraiment très enrichissant, Merci. toujours. Et on te remercie grandement. Et puis surtout pour l'engagement que tu prends à protéger notre patrimoine Oui. avec la La Sopama. Sopama. Oui, Voilà. merci à toi Fanny et à très bientôt. Ok, ben merci beaucoup à Zouk TV. On se retrouve bientôt la semaine prochaine avec Ansimène et puis la Sopama. Vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, ben, les capteurs sont partis. Hein. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.